Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous nos éditeurs, nous sommes le 1er mai, date à laquelle sort ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent, puisqu'il n'y a pas d'invité cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, ils reviennent dès la semaine prochaine. Cet épisode est spécial parce qu'à l'occasion de ce jour de fête du travail, je me suis dit que ça pouvait être le moment de vous parler de notre profession et de son histoire. Et là, j'ai du potin à vous raconter. Pour commencer, je vais faire une petite rétrospective historique sur le sujet. Est-ce que vous savez depuis combien de temps on parle du concept de comptabilité ? Et même si on ne parlait pas à proprement parler de comptabilité, qu'on n'utilisait pas ce terme-là, depuis combien de temps on en fait ? Alors je dis on, mais bien sûr je ne parle pas de nous. Je parle de vieille civilisation, je parle de la période mésopotamienne. En fait, à cette époque, la population a s'échangé des jetons d'argile pour compter les récoltes, le bétail, pour faire des inventaires et estimer des ventes. Mais ça, c'était clairement pas pratique, puisque de 1, les jetons ils étaient en argile, donc ils pouvaient se détruire facilement parce que c'est une matière qui est poreuse, et de 2, ça fait au cumul un trop grand nombre de pièces, il y en a qui étaient perdues, pour retrouver les informations, c'était pas forcément évident. Alors, ils sont passés aux tablettes d'argile, plus épaisses, plus solides et plus fiables. Grâce à ça, ils pouvaient retrouver les informations bien plus facilement et ils avaient mis en place des codes qui leur permettaient de retracer un peu ce qui se passait. Comme quoi, ils avaient déjà tout compris parce que aujourd'hui, nous, c'est un peu pareil. On regroupe tout dans nos logiciels comptables et on fait la guerre aux factures qui volent, celles qu'on reçoit à droite, à gauche, parce que c'est pas pratique, c'est source d'erreur et puis ce sont des preuves qui peuvent facilement être détruites ou falsifiées. Du coup, au final, ils avaient un peu le même problème que nous aujourd'hui. Enfin, en faisant ces recherches pour le podcast, je me suis rendu compte que ce sont toujours des événements particuliers qui ont fait bouger les choses. Que c'est clairement le reflet des civilisations ou le fait de franchir les limites qui a redéfini le cadre conceptuel dans lequel on évolue. Alors, place au potin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire Henri Rochette ? Cet homme, à la base, c'est un financier, qu'on peut, avec du recul, considérer comme un réel escroc ou un arnaqueur. Henri Rochette, c'est un homme d'affaires qui s'est fait connaître en 1908, mais pas pour de bonnes raisons. Il a réussi, grâce à des montages financiers et des séries d'escroqueries, à extorquer environ 120 millions de francs. Donc aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose, mais à l'époque, c'était quand même une somme assez considérable. Et ça a été possible grâce à la création de plusieurs sociétés, notamment dans les minerais, et notamment une banque. Donc oui, il a créé une banque. Vient le moment où, forcément, il est démasqué, puisque c'est un escroc, et donc il est jugé en 1908. Il est condamné à 2 ans de prison, mais il décide de faire appel. Et au moment où son nouveau procès devait avoir lieu, il arrive à obtenir un report. Donc Rochette, il est content, parce que là, il se dit « Ok, j'ai un peu de répit ». Mais finalement, une fois que le procès a vraiment eu lieu, la cour d'appel décide, donc c'est en 1912, de durcir la peine qu'il devait recevoir. Et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il s'enfuit et essaie de disparaître dans l'anonymat pour ne pas être retrouvé. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait obtenu un report pour son procès. Et ça, c'est grâce aux relations qu'il entretenait avec Joseph Caillaux, qui était ministre des Finances à l'époque et qui avait mis la pression sur le juge pour décaler le procès. Mais cette information est tombée dans les oreilles de Gaston Calmette, directeur du journal Le Figaro, qui menace Caillaux et Rochette de publier l'information. Mais ça ne s'arrête pas là. Et parce qu'on est sur du potin 2.0, alors je ne sais pas comment il a eu cette information, mais Calmette était aussi au courant de la correspondance intime qu'entretenaient Joseph Caillaux et sa femme Henriette, et il les menaçait de divulguer ça aussi.
De là, Henriette, très agacée de la situation, elle décide de rendre visite à Calmette, et devinez ce qu'elle fait, elle l'assassine. Rien que ça. Donc ça, c'était en 1914. Clairement, c'est une histoire digne d'un scénario de film. Je trouve que même il y a un potentiel série Netflix important là-dessus. Et encore là, je vous ai fait un résumé parce qu'il y a beaucoup d'informations, plein de croustillants dans cette histoire. Mais ce n'est pas le sujet, on continue. Alors, on était sur l'histoire d'Henri Rochette, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre comment ces vices ont permis de bousculer le monde de la finance et de la politique. Parce que c'est quand même lui qui a inventé le concept de la pyramide de Ponzi, et les politiciens de l'époque étaient au courant et n'ont rien dit. Alors, j'ai mené ma petite enquête, il semblerait qu'ils étaient déjà au courant, avant 1908, quand il a eu son premier jugement, parce qu'il y avait déjà beaucoup de plaintes à son sujet. Mais la justice avait décidé de ne rien faire par peur de provoquer un krach général, parce qu'on rappelle, il s'agissait quand même de 120 millions de francs. En vrai, moi je me demande s'il y avait quand même pas un peu des intérêts cachés derrière tout ça, mais on ne saura pas. En tout cas, j'ai pas trouvé les réponses. Enfin, au bout d'un moment, ils ont fini par agir, parce que bon, c'est bien de le regarder escroquer tout le temps, mais il faut quand même agir. Et ils lui ont demandé d'ouvrir ses comptes aux experts, donc à ce moment-là, c'était l'équivalent des experts comptables, pour analyser ce qui se passait dans les comptes de ces sociétés. Et là, ils ont découvert plein de choses, et du coup, je vous ai fait une liste des abus qu'il a pu commettre. Donc il y avait des ventes fictives, des opérations frauduleuses, augmentation frauduleuse d'actifs, opération de complaisance, absence d'amortissement, absence de provision. Bref, tout un tas de choses qui n'étaient pas correctes. Évidemment, il est condamné, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les abus de Rochette ont fait évoluer la profession. Et en fait, après ça, il y a eu la création d'une section financière au parquet de la Seine grâce à la loi Linol et un renforcement de la jurisprudence. En 1917, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui était Étienne Clémentel, propose une loi qui vise à réglementer les bilans des sociétés, mais ça ne fait pas l'unanimité. Pourtant, c'est un sujet qui va traîner et rester très présent dans les débats. Alors, en fait, ce qui ne fait pas l'unanimité, c'est parce que certains disent que ça constitue une atteinte au principe de secret des affaires et que c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de diversité dans les bilans d'entreprise. Donc, il y a un autre projet de loi qui voit le jour, celui de réglementer les attributions des commissaires aux comptes. Et de là, en 1935, les décrets loi Laval instaurent la règle de permanence des méthodes dans la tenue des bilans et des comptes pour faire disparaître le maquillage comptable. Franchement, avec du recul, si Henri Rochette existait aujourd'hui, il serait un peu comme le Sam Bankman de la crypto-monnaie, avec son escroquerie montée sur la base d'un Ponzi dans l'affaire FTX dont on a tous entendu parler. Bon voilà, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère surtout que vous avez appris des choses. J'avoue que ça change de d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour sur LinkedIn, sur ce que vous en avez pensé. C'est facile de me retrouver, je m'appelle Judy, ça vous le savez, je travaille chez Lama Compta, vous le savez aussi. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.